toujours immensément avec le Gabon. Mais en réalité, il ne le croit pas. Où est mon téléphone? Certaines espèces rares que nous pouvons, à la limite, laisser pour les générations, mais il y a un autre phénomène qui est en train de menacer l'Afrique, non seulement gabonaise, mais aussi la forêt du Congo, du Cameroun, l'Afrique centrale. Ce sont des énormes plantations d'huile de palme et d'EVA. Alors justement, aujourd'hui, vous vous lancez à l'assaut d'une multinationale agro-industrielle qui s'appelle Olam. Que lui reprochez-vous exactement? Ce que nous reprochons à Olam au Gabon, c'est ce que les autres ont reproché à Olam en Indonésie, en Malaisie et dans bien d'autres pays où le palmier à huile a causé des dégâts considérables au niveau non seulement des populations, mais au niveau des écosystèmes. Si un pays comme le Gabon s'est lancé depuis 2002 dans une politique de conservation, c'est-à-dire que nous avons 13 parcs nationaux, nous avons pour ambition de préserver les écosystèmes et surtout nous avons un déficit en termes de produits agricoles. Le Gabon bénéficie, disons, importe du Cameroun voisin. En termes de francs CFA, c'est plus de 300 milliards que le Gabon injecte dans l'importation de tout ce que nous consommons. 80% de ce que nous consommons vient du Cameroun. Par contre, il aurait fallu que un pays comme le Gabon mette les moyens, mette l'accent sur une agriculture qui puisse nourrir la population, mais on a fait le choix de l'agro-industrie. On va revenir sur l'impact, sur le Gabon et la société, mais d'abord vous avez enquêté dans une enquête minutieuse, vous avez d'ailleurs pris des risques avec Brain Forest. Qu'est-ce que vous avez découvert sur le terrain en vous intéressant aux pratiques de cette multinationale? Nous avons d'abord découvert que les permis qui ont été attribués à Olam, ce sont des permis forestiers. Parce que quand vous allez au Gabon, que ce soit l'exploitation forestière, l'exploitation minière et l'exploitation agricole, chaque exploitation a son code. Le code forestier régit l'exploitation forestière, le code agricole, l'exploitation agricole. Sauf que les permis qui ont été attribués à Olam, ce sont des permis forestiers. Nous avons tout simplement découvert que le plan d'aménagement forestier qui exige aux opérateurs de respecter un certain nombre de normes, c'est-à-dire les normes de coupe, une exploitation sélective, mais dans ces exploitations, c'est la déforestation abusive. Non seulement il y a cette exploitation, mais nous avons aussi une exploitation illégale. Parce que quand dans un permis agricole, on arrive à exploiter comme nos enquêteurs l'ont fait en caméra cachée, nous avons découvert qu'il y avait des Kevazingo qui étaient exploités par exemple au nord du Gabon, dans les permis d'EVA. Nous savons qu'il y a une terrible exploitation forestière dans les permis de palmier à huile. Et vous parlez d'un marché parallèle, illégal. Expliquez-nous comment ça se passe, quels sont les clients de cette multinationale? Les clients de multinationales, ce sont des clients, nous avons tout simplement constaté que Olam aujourd'hui est devenu le numéro 1 mondial du palmier à huile. Sauf que dans les 90% de ce qu'Olam vend, l'essentiel, près de 80%, ne viennent pas des produits d'Olam. Alors nous avons cherché à savoir exactement qui étaient les clients d'Olam, qui étaient les fournisseurs d'Olam. Et nous avons tout simplement découvert que parmi les fournisseurs d'huile de palme, il y avait certaines entreprises, que je ne citerai pas ici pour ne pas faire la publicité, qui étaient déjà poursuivies à travers le monde pour des pratiques peu orthodoxes. Et c'est pour ça que nous avons demandé à Olam de rendre public non seulement les fournisseurs, mais ses clients. Et Olam a réagi, Olam a rendu public la plupart des fournisseurs. Voilà. Donc Olam a réagi en reconnaissant une partie de ses erreurs. Est-ce que vous avez eu des pressions? On sait que c'est un sujet sensible en Europe, notamment dans l'agroalimentaire. Il y a de gros groupes de pression, des lobbies. Qu'en a-t-il été pour vous, Brain Forest? Déjà, nous sommes habitués, nous avons publié un premier rapport sur l'impact du palmier à huile et des agricultures en 2013, un rapport qui a fait beaucoup de bruit, bien entendu. Nous avons mené des opérations. Je sais que j'ai été moi-même poursuivi pour avoir, sur un plateau de télévision, accusé la collusion entre Olam et le sommet de l'État, c'est-à-dire les autorités.
Et Justement, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, récemment, au Maroc, où s'est tenue la COP22, a érigé en priorité la préservation des ressources forestières et environnementales du Gabon. Vous y croyez? est-ce qu'on peut préserver les écosystèmes? Est-ce qu'on peut se lancer dans une communication internationale qui vise à préserver en même temps qu'on attribue des permis aussi colossaux pour le palmier à huile l'EVA? Je vous rappelle que l'ambition de M. Ali Bongo, c'est de faire du Gabon le premier producteur africain d'huile de palme, avec à terme une ambition de céder 1,5 million hectares. Mais sans doute parce que ça fait vivre aussi beaucoup de Gabonais. Quelle est l'issue? Quelle est l'alternative? En quoi ça fait vivre beaucoup de Gabonais? Au contraire, les Gabonais sont, je dirais tout simplement, des possédeurs de leurs terres. Parce que si on part des Gabonais agriculteurs pour les transformer en ouvriers agricoles, est-ce qu'on fait nourrir les Gabonais? Non. Je pense qu'on est en train de transformer ces Gabonais qui se sont mis depuis des années dans le secteur agricole, on est en train de les transformer en ouvriers agricoles au profit des multinationales. Merci beaucoup Marcona Essangui, secrétaire général de Brain Forest. Vous avez reçu, je le rappelle, le prix Goldman en 2009, équivalent du prix Nobel de l'écologie et de l'environnement. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et d'avoir témoigné dans ce journal. Donc, le Gabon est immensement riche, mais est-ce que les Gabonais en profitent? Est-ce que les Gabonais en profitent de leur richesse dans leur sol? Non. Ça fait mal. Ça fait mal parce que la politique mafieuse, oui, politique mafieuse immensément au Gabon. Maintenant, ah là 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 là, ça fait mal. Immensément mal. Immensement mal. Un pays immensement riche. Immensement riche. Le Gabon est un pays immensement riche. Immensement riche. Le pays est immensement riche. D'après, immensement riche. Oh là 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 là. Voilà, le Gabon est immensement riche, mais les prisonniers gabonais abandonnés à eux-mêmes. Voilà le Gabon. Un pays immensement riche, les prisonniers abandonnés à eux-mêmes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Voilà.
Donc, là, nous étions au Gabon, la prison au Gabon. Est-ce que c'est normal? Les prisonniers abandonnés eux-mêmes. Mais on dit le Gabon, bon, attendez, je vais venir. Ah oui, ah oui. Ce qui se passe au Gabon, ça se passe partout en Afrique. L'Afrique est riche, mais regardez la souffrance. Regardez ce qui se passe en Afrique. C'est juste une minute. Ouais, tu vois, bon. Donc là, nous sommes au charbonnage, du côté de... C'est où ici? Liba. En français. Pont d'Acélé. Je ne sais même pas pourquoi on appelle ça comme ça, pont d'Acélé. Inondation partout. On est dans un ex-danger. Ça reposait un peu à cause du soleil. Aussi l'émergence d'Ali Bongo. Très bien. Un peuple qui n'a rien fait. C'est bon à voir. Voilà. Nous vous montrons les images des habitants de Liba. Pont d'Acélé, je vais dire. Comme vous pouvez le constater, voici quelqu'un qui est en train de... Voilà. Je vous montre les images d'un citoyen gabonais qui est en train de vider de l'eau avec un seau. Et à l'instant où je vous parle, il a tout perdu. Son matelas se trouve au soleil. Les fournitures de ses enfants sont gaspillées. Sans oublier que ses habits, comme vous pouvez le constater, il est torse nu, avec un short bleu qui le reste. Tout ce qu'il avait comme habit est gaspillé. Vous pouvez constater les sacs dehors. Un Gabonais qui a préparé sa retraite. Voilà C'est ça la retraite. Voilà un papa qui est là. C'est ça la retraite au Gabon. Voilà. Tu as souffert toute ta vie. On t'enlève d'une compagnie, il y a même pas de mesure d'accompagnement. Mesure d'accompagnement. Après on dit Compagnie Air Gabon. Air Gabon est fermé depuis qu'Air Gabon est fermé. Oh papa, je suis ta victime aussi à Cervère. Regarde là. Voilà. Regarde là, t'es bien. Agent d'Air Gabon aussi. Regarde comment tout est dégradé. On va dire comment, regarde, tout c'est foutu. Il n'y a pas de moyen pour payer les remblais. On dit par exemple qu'on a un état de droit. L'état de droit est où, je ne sais pas. Comme vous pouvez le savoir, voilà. Oui. C'est pour Monsieur Nicolas Nguema est venu prendre connaissance. Et comme on dit vulgairement en français, une image vaut mieux que 1000 mots. Il a voulu venir voir de ses propres yeux, toucher du doigt, Nicolas Nguema et ses frères sont venus en live. voir comment le peuple souffre. la femme patiente qui est venue là. Obligé, il ne pourrait pas venir avec la voiture cassée. Obligé d'aller s'occuper derrière, chez elle. C'est pas normal. Donc on devait passer tout cela. Regarde comment nous sommes là.
nous avons bien suivi. Donc, là, c'est au Gabon. Au Gabon, une souffrance immense. Inondation. Inondation. Donc, là, ce que je veux faire, je vais arrêter ce direct. Et je vais entamer un deuxième direct. Ça sera sur uniquement les inondations au Gabon. Oui, je m'intéresse des problèmes du Gabon parce que, au fait, il y a le fameux élection législative qui n'est qu'une élection de merde. Bon. C'est parti. Je vais mettre fin à celui-là et après je vais aller sur spécialement les dossiers du Gabon. Sur des inondations. C'est très important.